les Allemands peuvent conserver leur titre? Je crois quand même que le Brésil est le favori, mais l'Allemagne doit jouer un rôle important. Peut-être même la finale, mais qui gagnera? Et les Français, ils ont une petite chance? Oui, je crois que toutes les équipes ont leur chance, et la France y compris. Je dois dire que le football français va mieux, et que votre équipe nationale vient de réussir tous ses matchs. Quand vous revoyez la finale de 74, à quoi pensez-vous? Nous l'avons gagné, j'ai marqué le 2-1 de la victoire. La Coupe du Monde, c'est important, et pour un joueur y être, c'est vraiment un aboutissement. Niederlande gegen Bundesrepublik Deutschland. Beckenbauer. Mayer. Schwarzenbeck. Bonhoff. Hülsenbein. Grabowski. Gert. Müller. Overath. Vogt. Breitner. Hoeneß. Voilà. Je n'aime pas faire beaucoup d'autosatisfaction, mais je dois dire que Georges Dominique a réalisé un très bon film sur Gert Müller. Maintenant, nous le connaissons bien. Tout à l'heure, je vous ai promis des images. Les images y étaient, le son n'y était pas. C'était en réalité une rencontre de Coupe de France à Saint-Ouen qui opposait Saint-Pierre de la Réunion à Angoulême et les débuts de Didier Roustan, un espoir du service des sports, aux commentaires. Alors je pense que cette fois-ci, il y aura le tout. Et l'image et le son. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un long voyage. Heureux, les joueurs de Saint-Pierre le sont. Un long voyage, un très long même, puisque Saint-Pierre de la Réunion se trouve à plus de 10 000 km de Paris. Nous allons essayer quand même de faire la meilleure performance possible, afin de donner la meilleure image que peut donner une équipe de division honneur d'outre-mer. Du point de vue température, ne nous plaignons pas trop, il ne fait pas trop froid. Évidemment, du côté terrain, ils sont habitués à jouer sur des pelouses très sèches, parfois dures, et là ils vont s'enfoncer dans le gazon. Mais enfin, ils sont prévenus, et ma foi, espérons que ça ne les gênera pas trop. L'Angoulême est une équipe professionnelle, mais on va essayer de faire un bon résultat. Et je crois que la mission sera remplie si on peut y parvenir. Les coéquipiers de Jean-Yves Ayane ont laissé leur complexe au vestiaire et dominent en ce début de partie. Hakim Sed marque, mais l'arbitre, M. Lopez, ayant sifflé au préalable une faute, annule fort justement ce but. Angoulême attaque par Nocibor. La défense de Saint-Pierre se dégage dans un premier temps, puisque Bayola intercepte ici. Les Angoumoisins dominent à leur tour, les joueurs d'Alex Ekem étant de toute évidence gênés par le terrain très gras de Saint-Ouen. Ici, c'est Barrientos qui profite de toute absence de marquage et qui ouvre le score après 12 minutes de jeu. Angoulême 1, Saint-Pierre 0. Les Réunionnais vont alors tout faire pour égaliser et la défense d'Angoulême va passer quelques moments difficiles. Ici, une faute de Bertrand sur Hakim Sed. Mais à l'image des attaquants de Saint-Pierre, Hakim Sed se montre maladroit dans la finition. Angoulême attaque avec l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Nocibor, qui passe à Barrientos. Pour l'arrière gauche, Valette. Et sur ce centre, une erreur du gardien de but de Saint-Pierre. Un tir de Bayola, la défense repousse dans les pieds de Ligier, qui tire à côté. Encore Ligier qui centre pour Barrientos, qui est bousculé ici par Michel Lauré. Monsieur Lopez siffle un pénalty. Ce pénalty est réussi par Barrientos. Serge Barrientos qui marque ainsi son second but. 2-0, c'est le score à la mi-temps. Dès la reprise, Ligier va une nouvelle fois prendre la défense de vitesse. Un centre pour qui? Pour la tête de Barrientos,
qui marque son troisième but. 3 buts à 0 en ce début de seconde mi-temps. On craint le pire pour l'équipe de Saint-Pierre. On craint le pire et on a tort, car les joueurs de Saint-Pierre vont faire mieux que se défendre, posant même quelques problèmes au gardien de but angoumoisin d'Aubrage. Angoulême se procure néanmoins les occasions les plus nettes, mais Daniel Barré arrête tout, y compris ce tir de Bayola. On joue les toutes dernières secondes de la partie et sur cette dernière attaque de Saint-Pierre, Hakim Sed est fauché. Michel Volney sauve l'honneur pour son équipe. Angoulême bat donc Saint-Pierre 3 buts à 1. Heureux qui comme Ulysse, heureux, les Réunionnais le sont toujours. Et bien voilà, au moins, cela n'a pas entamé leur bonne humeur. Et ils ont fait un beau voyage. À Lille, ce soir, Lens et Dunkerque essayaient chacun de trouver une qualification pour les 16e de finale. Alors, nous allons voir ce qui s'est passé entre ces deux équipes du Nord, parce que dans le fond, dans la Coupe, tout est possible, et dans un derby, tout est possible. Nous allons vivre 8 minutes de cette rencontre avec Michel Denisot au commentaire. Oui Pierre, c'est avec le Lensois Sab que nous vous saluons ici à Lille. Nous n'avons pas eu très chaud ce soir en compagnie des 15 000 téléspectateurs. Les Lensois sont donc à gauche en maillot jaune. Ils sont des familiers de tous ceux qui regardent le football à la télévision. Vous avez vu, nous sommes déjà à la 16e minute, que le gardien Édouard a fait une belle interception devant Françoise, l'avant-centre de Lens qui faisait sa rentrée ce soir. Dunkerque est donc à droite. Alors les Dunkerquois sont moins connus. Ils sont deuxième du groupe B de 2e division. Ils envisagent d'accéder à la première division. Leur entraîneur est Élie Fruchard, un ancien Lensois. Il y a parmi eux aussi un autre ancien Lensois qui est aidé, le numéro 10. Sab, ici, lance son ailier Marx. Un centre, et vous allez voir l'une des plus belles occasions pour Lens au cours de cette première mi-temps. Sab à nouveau à la balle, passe au travers de tout le rideau défensif, occasion pour Bouzdira et occasion ratée. Donc toujours 0 à 0, une autre occasion maintenant, mais côté Dunkerquois car le match est très équilibré en première mi-temps. Nous sommes à quelques minutes de la fin de la première mi-temps. Et cette occasion, vous allez le voir, va être ratée par l'avant-centre Vekic, l'un des deux Yougoslaves de cette équipe de Dunkerque. Débordement de Garnier, qui est le buteur de l'équipe de Dunkerque, et reprise ratée de Vekic. 0-0 donc après 45 minutes de jeu. L'équipe de Lens ayant beaucoup de difficultés à passer un rideau défensif très épais mis en place par Élie Fruchard. Les Dunkerquois laissant le milieu du terrain complètement libre et faisant un double rideau avec le milieu de terrain et avec les ailiers très repliés, laissant seulement 2 attaquants en pointe. Voilà, Didier Six est hors jeu, Didier Six que l'on n'a pas beaucoup vu au cours de ce match de football. Nous arrivons à la deuxième mi-temps maintenant et 51e minute. Tout de suite, Edé, qui est un ancien joueur de Lens, donc comme je vous l'ai dit, est en possession du ballon. Il le passe à Garnier, qui est le buteur de cette équipe. Il a marqué 16 buts déjà en championnat de 2e division. Regardez bien, bon tir du pied droit après avoir éliminé Leclerc et Tempé, qui était avancé sur cette action, mais en corner. Lens a donc beaucoup de difficultés et Lens ne parvient pas à s'imposer. Nous allons vivre maintenant l'un des moments les plus importants de ce match. Bouzdira, auparavant une attaque lensoise avant le moment le plus important du match, une attaque lensoise et jolie, l'arrière monté donc sur son aile droite va tirer de 30 mètres un très beau tir long et lourd qui allait directement dans la lucarne et un bel arrêt d'Edouard. Edouard qui relance le jeu, nous franchissons quelques minutes et nous arrivons donc maintenant à la 68e minute. Leclerc est pressé par Vekic et cela faisait partie des consignes données par Fruchard à son équipe de Dunkerque. Leclerc parvient tout de même à se dégager. L'équipe de Lens repart au petit trou. Vous voyez que ce match ne va pas très vite côté lensois. Et puis il y a maintenant un coup franc sur Vekic. Voilà. Coup franc sur la ligne médiane pratiquement. Ce coup franc qui va être tiré dans quelques instants par l'arrière Gorce qui prend son temps. Nous sommes à la 68e minute, il y a toujours 0 à 0 et on se dit que pourquoi pas cette équipe de Dunkerque pourrait créer l'une des surprises de cette soirée.
Alors le coup franc est tiré par Gors, il va remettre le ballon en place, ça ne lui convient pas. Et regardez bien sur l'action, tout de suite, Vekic et Hopkin vont se gêner et Stoji, qui est l'autre ailier yougoslave, profite de l'aubaine, tire doucement, Tempé prend la balle du bout des doigts, l'échappe en retombant et la pousse avec sa tête. C'est un but peu banal, comme on en voit rarement dans le monde du football. Et comme nous n'avons pas de ralenti ce soir avec les moyens HF, nous allons tout de même vous remontrer ce but 2 fois. À partir d'abord du coup franc, tiré par Gors, voilà. Vekic et Hopkin se gênent, et Stoji, bien placé, et voilà Tempé. Vous voyez, en retombant, il échappe le ballon au moment où il touche le sol, et c'est pratiquement de la tête qu'il se marque le but lui-même. Voilà une troisième fois, je sais que c'est difficile pour lui de remuer le couteau dans la plaie, mais il fallait tout de même montrer ce but à plusieurs reprises. Nous allons maintenant vivre ensemble les 90 dernières secondes. Il reste 1 minute 30 de jeu et Dunkerque mène donc à 1-0 sur le terrain de Lille. Autant vous dire que tout le public ici a pratiquement fait et cause pour Dunkerque, sauf les quelques milliers tout de même de supporters lensois qui sont venus, car nous ne sommes pas loin de Lens. Vous avez vu un bel arrêt d'Edouard. Il reste 1 minute maintenant à jouer. Un corner tiré par Françoise et une belle occasion de Bouzdira de la tête, et le ballon est dégagé sur la ligne des buts par Gors. Un nouveau corner. Il reste 40 secondes à jouer. Allons-nous vivre l'une des grosses surprises? Lens, héros de la Coupe de l'UEFA, héros tout au moins à notre niveau français, va-t-il être éliminé dès le premier tour, dès son entrée en Coupe de France? Eh bien, nous allons le savoir maintenant dans 30 secondes. Balle en 6 mètres, Françoise, il reste 15 secondes et vous allez voir que là les Dunkerquois vont se comporter comme des vieux briscards et qu'ils vont gagner du temps au maximum. Voilà, Edouard passe le ballon à un de ses défenseurs qui va faire semblant de dégager, qui va reprendre son temps. Enfin, nous connaissons tous cette musique en football, et on sait que quand une équipe veut gagner du temps, eh bien c'est comme ça qu'elle s'y prend. Et Dunkerque a utilisé les vieilles bonnes recettes. Et il reste 15 secondes. Voilà. Et c'est le dégagement, il reste même plus 15 secondes, il reste 4, 5, 3, 2, 1, et voilà, l'arbitre siffle, et c'est la grosse surprise ce soir. Vous voyez que les foot avait fait, si je puis dire, à son niveau, le bon choix en ce qui concerne le 32e de finale de la Coupe de France. Un tour et l'interview du capitaine. Ce tour d'honneur, c'est inattendu tout de même. Ouais, bah c'est pour nos supporters, hein, parce que battre Lens ici, quand même, on a une bonne équipe de copains, et c'est grâce à ça, je pense qu'on a gagné. Hein. Bien, Elie Fruchard, vous aviez préparé un plan un peu particulier. Cette équipe de Lens, vous la connaissez parce que vous l'avez entraînée? Bien sûr, oui. Cette équipe de Lens, je la connais parfaitement. D'autre part, nous avons joué, si vous voulez, avec nos principes de jeu habituels. Et en plus, nous avions mis, bien sûr, en tenant compte de l'équipe de Lens, de ses présumées forces et de ses présumées faiblesses, nous avions mis quelques petits trucs au point, et il y en a certains qui ont très bien réussi. Vous avez laissé le milieu du terrain pratiquement libre. Il nous était difficile de faire front avec eux sur toute la surface du terrain. Nous avions pensé que de leur abandonner leur surface était intéressant, mais nous avons surtout pensé qu'il était interdit de laisser sortir le grand Leclerc, et je pense que dans ce domaine-là, Vekic a fait un match excellent. Vous avez fait mieux que Malmö et que la Lazio de Rome, puisque vous éliminez Lens directement en Coupe de France. Vous avez des ambitions en Coupe de France, évidemment, aujourd'hui, mais vous en avez aussi en championnat, puisque vous êtes deuxième du groupe B. Est-ce que vous envisagez la montée? Est-ce que Dunkerque peut espérer monter et envisager sérieusement d'avoir une place en première division? D'une part, je pense que la victoire d'aujourd'hui va permettre à nos garçons de prendre davantage confiance en eux, et je pense que là c'est intéressant. D'autre part, la Coupe de France, vous savez qu'à partir de 16e, elle se joue elle se joue par match aller-retour. C'est excessivement intéressant parce que nous devons avoir la possibilité de juger les possibilités de public dunkerquois. La victoire d'aujourd'hui, les 16e, ça nous permet probablement d'envisager énormément de spectateurs à Dunkerque, et c'est important, je dirais que c'est capital, c'est vital pour le club. D'autre part, l'accession en première division, pour les mêmes raisons, nous la jouons, mais nous la jouons totalement à fond. Bien, merci Elie Fruchard. Vous voyez, Pierre Cantoni, nous avons vécu l'une des surprises de ces 32e de finale, ici à Lille, donc à vous Paris. Dommage pour les Lensois, c'est vrai, bravo à Dunkerque, et nous étions bien espérés d'envoyer des caméras sur ce match. Nous avons eu une des surprises du jour. Je vous donnerai les résultats complets tout à l'heure dans quelques minutes, mais auparavant, notre séquence écho qui nous permet de traduire l'actualité de la semaine en images, et ceci très rapidement. Kevin Keegan, la grande vedette de Liverpool qui a immigré cette année à Hambourg, vient de se voir infliger une suspension de 8 semaines. Cette décision de la fédération allemande sanctionne un coup de poing dont Keegan s'est rendu coupable lors d'un match amical disputé le 1er janvier. Keegan éprouve quelques difficultés pour s'intégrer en Allemagne. Il vient de déclarer que certains de ses coéquipiers le boudent.
Kader Firoud, l'entraîneur de Nîmes, quitte son poste pour un rôle de manager général qui reste à définir. En réalité, il s'agit d'une mise à l'écart. Le mariage entre Kader et le club nîmois durait depuis 16 ans. Aussi, ce divorce soudain a-t-il surpris le monde du football. Certes, les résultats médiocres de l'équipe expliquent cette décision, mais ce n'est pas la première fois que les Gardois traversent une mauvaise période. Kader Firoud, victime de l'érosion du prestige, est remplacé par Henri Noël, qui entraînait l'équipe de 3e division. Nous rendons un hommage à Kader Firoud, qui a accueilli ce désaveu avec sa dignité habituelle. Les premières images du lieu de résidence de l'équipe de France lors de son séjour en Argentine pour la Coupe du Monde. Nous découvrons l'Hindou Club, situé à 30 km au nord de Buenos Aires. Le bâtiment de gauche abritera au 9e étage les Français et celui de droite, la délégation italienne. Les Français emmènent leur propre cuisinier et ils déjeuneront dans cette salle à manger. Nous découvrons maintenant la chambre dévolue à Michel Platini, qui la partagera sans doute avec Olivier Rouillère, son camarade de Nancy, si celui-ci est sélectionné. Pas de luxe superflu, mais tout ce qu'il faut pour passer un bon séjour. Les joueurs français descendront directement sur les terrains de football qui vont être aménagés dans ce club de 70 hectares. C'est un club privé omnisport, lieu de loisirs de quelques nantis argentins, et qui comporte en particulier une piscine. C'est sur le terrain de polo que l'on aménagera 2 terrains réglementaires qui permettront à notre tricolore de s'entraîner avant les 3 matchs qui les attendent à Buenos Aires au mois de juin. L'ordinateur au secours de football. Monsieur Jacek Kmok occupe les fonctions très officielles de sélectionneur-entraîneur de l'équipe nationale polonaise. Et pourtant, Monsieur Kmok, qui est aussi diplômé de l'école polytechnique, étudie ses chances en Coupe du Monde par l'informatique. 8 personnes travaillent en permanence sur un ordinateur de la dernière génération à qui elles fournissent tous les renseignements recueillis sur les adversaires de la Pologne dans la prochaine Coupe du Monde. Voici donc le football, sport incertain, désormais codifié en fiches perforées. Mais l'histoire ne dit pas si l'ordinateur va jusqu'à prévoir les éventuelles erreurs d'arbitrage. Voilà. Je vais vous donner maintenant les résultats complets des 32e de finale des matchs qui se jouaient aujourd'hui, bien entendu, puisque vous savez que la plupart des clubs de 2e division jouent demain. Marseille-Brest. Ah, il y avait des revues, nous les verrons tout à l'heure. Marseille-Brest 1-0, donc victoire de Marseille, étriquée certes. Et puis la surprise, Laval battu par Toulouse à Angoulême sur le score de 3-1. Laval, club de 1re division, est donc éliminé au 32e de finale. Lens Dunkerque, vous l'avez vu, c'est aussi la surprise du jour. Vous avez vu les buts sur les commentaires de Michel Denisot. Reims, victoire 4-2 contre Boulogne. Nancy a battu Vauban très difficilement 1-0. Nîmes 7, 2-1 pour les Nîmois. Bastia-Cannes n'a pas eu lieu, le terrain de Nice étant inondé. Victoire du Red Star sur Poissy 2-1. Viry, c'est une surprise, élimine Châteauroux sur le score de 1-0. Enfin, vous l'avez vu aussi, Angoulême élimine Saint-Pierre sur le score de 3-1. Il y avait effectivement 2 revues que je voulais vous montrer. Pourquoi ne pas le faire tout de suite? D'abord, Foot Supporter Magazine qui sort ces jours-ci son numéro 20. Ce spécial mondial 78 vous fait connaître les adversaires de la France, l'Argentine, l'Italie et la Hongrie, sans oublier les autres équipes qualifiées. Le tout, bien entendu, soutenu par de bonnes photos couleurs. Superfoot présente dans son numéro 14 Johnny Rep, idole de la Corse, un reportage